Bonjour. Bon, premièrement, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite que l'année 2022 soit meilleure que l'année 2021. Ça, c'est premièrement. Donc, pour ceux qui vont aller loin, qui veulent aller loin, pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose dans leur vie, ben, dans la fin de l'année, chacun doit faire une auto-évaluation. Donc, vous devez au moins faire le point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Est-ce que j'aurais pu modifier quelque chose pour mieux faire? Etc. Est-ce que j'aurais par exemple, est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'aurais préféré d'avoir, de l'avoir mis par exemple en priorité par rapport à d'autres choses, etc. Donc l'intelligent pour moi, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose dans sa vie, donc sa vie en général, à part les études, donc les études et autre chose, donc il doit au moins donc faire le point sur l'année passée entre lui et lui-même. Voilà, faire le point, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que j'aurais pu modifier quelque chose, est-ce que j'aurais pu, je ne sais pas, commencer d'une chose en propriété par rapport à autre chose, etc., que la famille, je ne sais pas, le travail, les études, etc., etc. Donc aussi, il faut faire au moins une petite liste sur les objectifs pour l'année prochaine. Il ne faut pas juste vivre comme ça anarchiquement. Donc c'est mon avis. Donc ça c'est entre parenthèses. En même temps, je vous souhaite de toute façon une bonne année et j'espère que vous allez réussir dans les prochains examens et votre vie en général. Donc on continue. Donc on est dans le module théorie de sociologie moderne. Donc on a vu dans la vidéo précédente. Donc on a vu la sociologie fait des trois révolutions. Donc on a vu la première partie, c'est la différence entre la société traditionnelle et la société industrielle. Donc je vous dis que pour moi, n'importe quel point est vraiment doit être considéré comme essentiel dans le cours. Il ne faut pas négliger parce que j'ai vu que certains étudiants, donc tellement on a déjà vu ces points, donc la société traditionnelle, la société industrielle, donc les trois révolutions. On l'a vu déjà, on a vu un aperçu en première année, mais donc ils ont en quelque sorte négligé ce point. Pour moi, je ne néglige pas parce que déjà si on comprendre bien donc le début, surtout la différence entre société traditionnelle et industrielle, ça va vous faciliter la compréhension des autres points. Voilà, donc le cours c'est un tout. Donc, le prof quand il élabore donc la structure du cours, ce n'est pas par hasard. C'est étudié pour faciliter déjà la compréhension et pour suivre un certain cheminement qui est un cheminement logique. Voilà. Donc chaque point, pour moi, est intéressant. Il ne doit pas être négligé. Donc c'est pour moi. Donc chacun fait comme il veut. Voilà, donc premièrement, pour quelqu'un qui n'a pas vu, je vous conseille de réviser la différence entre la société traditionnelle et moderne. Donc, aussi, on va continuer. Donc, on va voir les trois révolutions. J'essaie d'abréger parce que les vidéos, les gens n'aiment pas les vidéos longues, mais c'est ça, c'est ce qu'il y a. L'essentiel, on va voir les trois révolutions. Donc, révolution industrielle, révolution industrielle, révolution politique et révolution scientifique. Voilà. Donc, on commence. La révolution industrielle. Elle marque le début du capitalisme moderne, pose les fondations d'un nouveau système de production et engendre de profondes mutations dans le tissu social.
on enregistre plusieurs modifications. Donc 1. Urbanisation croissante et multiplication de grandes cités industrielles. L'urbanisation est massive et désorganisée. Donc 2. L'industrialisation fait naître une grande catégorie sociale, le prolétariat. Donc le prolétariat, c'est la classe ouvrière. Voilà. Donc le progrès rapide de la production industrielle, le développement du machinisme et de la fabrication sur une grande échelle ont pour effet d'attirer l'attention sur les conditions de vie et de travail des ouvriers, entre parenthèses des problèmes sociaux, et sur la nécessité de promouvoir une science sociale capable de procéder à l'analyse de la situation au moyen d'une méthode scientifique à l'image des sciences de la nature. À la fin du XIXe siècle, de nombreuses enquêtes sociales sur le paupérisme c'est la pauvreté, furent menées pour des fins pratiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce point? La révolution industrielle. Donc, 1. La révolution industrielle, donc c'était en 19e siècle ou à la fin du 19e siècle. Ça, c'est 1. Donc, la révolution 2, la révolution industrielle est caractérisée par l'utilisation des machines, des inventions technologiques dans le mode de production, ça c'est d'une part, et aussi dans les modes de transport comme les trains et les navires. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, autre point, donc l'utilisation des machines et des inventions ont causé la naissance de grandes usines. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la société à cause de la révolution industrielle. Voilà. Donc on a un. Donc ici, urbanisation croissante et multiplication des grandes cités industrielles. L'urbanisation est massive et désorganisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, avec l'utilisation des machines et des inventions, donc des grandes usines ont été fondées. Donc ces grandes usines, ce qui n'était pas auparavant, avant la révolution industrielle, travaillaient donc 24 sur 24, 7 sur 7, travaillaient sans cesse. Voilà, il y avait une rapidité dans la production, il y avait une qualité meilleure des produits, meilleure finition, etc. Il y avait une production de masse, une grande quantité de production, de la marchandise produite. En même temps, il y avait une nécessité d'un grand nombre d'ouvriers, la main-d'œuvre. Il y avait une très grande demande pour la main-d'œuvre. Donc, d'où ils vont se procurer cette main-d'œuvre? Donc, les gens qui étaient loin, dans les villages, etc., commençaient à se déplacer vers les usines. Donc, quand il se déplace vers l'usine pour travailler, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener sa famille, cet ouvrier, et la prochaine étape, c'est quoi? Il va chercher où s'installer. Donc, où s'installer? Il va se dire qu'il va s'installer devant l'usine. Devant l'usine. Voilà. Donc, plusieurs ouvriers, donc avec ce déplacement vers les usines, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une urbanisation massive autour des usines, ce qui a fondé les grandes villes. Ces grandes villes n'existaient pas auparavant. Donc il y avait une urbanisation, donc des maisons qui sont construites, un grand nombre de maisons dans des petits espaces. Donc c'était une construction en quelque sorte anarchique. Ce n'était pas organisé.
la demande, donc il y avait une demande pour les ouvriers. Les ouvriers venaient et ramenaient leur famille et s'installaient. Et c'est celui qui peut bâtir, il va bâtir. Celui qui ne peut pas, d'autres gens, par exemple, bâtissent des grands immeubles pour la location, etc. Voilà, donc c'est des phénomènes qui n'existaient pas. Donc il y avait donc cette urbanisation massive et désorganisée, ce qui a causé l'apparition de plusieurs fléaux sociaux. Donc il y avait des fléaux sociaux qui n'existaient pas dans la société, comme par exemple les gangs, etc. Les gangs, la prostitution, etc. Donc le travail donc, des mineurs, par exemple, des enfants, c'est des fléaux qui n'existaient pas. Mais c'était des fléaux qui sont venus parce qu'il y avait des transformations rapides dans la société. Voilà, ça c'est un. Un autre point, c'est quoi? L'industrialisation fait naître une nouvelle catégorie sociale, le prolétariat. Voilà, l'industrialisation. Le prolétariat, on a dit que c'est la classe ouvrière. Donc avant l'industrialisation, il n'y avait pas cette classe qui s'appelait classe ouvrière. Mais avec l'industrialisation, donc en quelque sorte, il y a un changement dans la structure de la société. Il y a la société bourgeoise qui ont en quelque sorte le capital, un capital donc un capital économique et culturel, et la classe ouvrière qui était le reste du peuple qui travaillait dans les usines. Voilà, en quelque sorte c'est ça. Donc c'est ça l'idée à retenir dans cette révolution industrielle. Donc on a dit que la révolution industrielle à la fin du 19e siècle est caractérisée par l'utilisation des machines et des machines et des inventions technologiques dans le mode de production et les modes de transport aussi. Ça, c'est d'un côté. On a dit que cette révolution industrielle, donc parmi ses conséquences, c'est l'urbanisation massive autour des usines. Donc déjà l'apparition des grandes usines et ensuite une urbanisation causée par la demande de ces usines pour les ouvriers. Donc ça c'est autre point. Donc un autre point, donc il y a une nouvelle classe sociale qui est le prolétariat ou la classe sociale qui est née. Donc il y a en quelque sorte une nouvelle structuration de la société à cause de cette révolution industrielle. Je crois que c'est le nécessaire à retenir dans ce point. Donc on passe au deuxième point, la révolution politique. La révolution politique, donc je lis ici, après on va discuter un peu. Donc, la Révolution française de 1879, menée par la classe bourgeoise, a ébranlé l'ordre politique et social ancien et détruit certains équilibres sociaux sur lesquels reposait la société française, générant ainsi une rupture avec la société féodale. Les bouleversements provoqués par la Révolution politique ont donné lieu à des idéologies antagonistes. Donc, conservatrice, libérale, solidaire, révolutionnaire, rétrograde, qui s'affrontent et alimentent ainsi une réflexion sur le social. Les questions de la sociologie vont se constituer à partir de ces bouleversements. Les précurseurs de la sociologie vont essayer de trouver un nouvel ordre social dans lequel pourraient s'instaurer de nouvelles formes de solidarité. Donc, la révolution politique. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est quoi déjà cette révolution politique? Pourquoi directement la révolution politique, directement on cite la révolution française? Pourquoi? Voilà. On va dire pourquoi. Donc la révolution française, pourquoi on la cite dans ce titre qui est révolution politique? Pourquoi? Parce que c'est la première révolution de ce genre de révolution. C'est la première révolution qui a causé un changement dans le système politique de la France. Et après, cette révolution a influencé donc les pays européens. Après, elle a influencé tout le monde. C'est pour ça que toujours on parle de la Révolution française sans cesse. C'est pour ça. Donc cette Révolution française, on va voir comment elle a changé le système politique dans la France.
Voilà. Donc déjà, la Révolution française, c'était en 1879. Donc entre qui? Entre qui et qui? Donc d'un côté, entre la classe bourgeoise et qui était soutenue par le peuple français. Ce peuple français va devenir après la révolution, la révolution industrielle va devenir la classe ouvrière. Mais dans la révolution française, c'était la classe bourgeoise qui était une classe qui avait un certain comment je dirais, un certain niveau, un certain capital économique et culturel, la classe bourgeoise, mais n'était pas en accord avec le système féodal qui était la famille royale, les aristocrates et l'Église. Voilà. Donc, le peuple a soutenu la classe bourgeoise pour faire la Révolution française contre qui? Contre le système féodal. Ce système féodal est composé de qui? Il est composé de la famille royale, les aristocrates. Les aristocrates, on peut dire qu'ils étaient un équivalent avec la classe bourgeoise, mais ils étaient aux côtés de la famille royale. Donc on a dit la famille royale, les aristocrates et l'Église. L'Église aussi avait un rôle et avait en quelque sorte un statut. Après la révolution politique, il n'y avait plus ça. L'Église n'a pas le droit d'entrer dans la politique ou de faire ce qu'elle faisait auparavant. Donc on a dit la Révolution française, donc menée par la classe bourgeoise, soutenue par le peuple français contre le système féodal composé de la famille royale, les aristocrates et l'Église. Voilà. Pourquoi donc cette révolution est faite? Parce que ce système féodal ne donnait aucun droit au reste du peuple. Même le droit d'avoir un nom ou un prénom, il ne les appelait même pas par... Le peuple n'avait pas le droit même pas d'avoir un nom et un prénom, comme si ce n'étaient pas des humains. Donc ils n'avaient pas le droit de travailler dans n'importe quel travail qui est en relation avec la politique ou une certaine administration, etc. D'un côté, ils n'avaient pas le droit de s'enrichir, de faire par exemple le commerce, etc. Donc le peuple travaillait, juste on lui donnait de quoi manger. Il travaillait et tous les bénéfices étaient pour justement cette classe, ce système féodal. C'est ce qui a bien sûr a causé le mépris, etc., la pauvreté et tout. Donc le peuple était déjà au bout de ses nerfs, si je peux me dire ça. Donc il a soutenu la classe bourgeoise et ils ont mené ensemble la Révolution française. À la fin de la Révolution française, bien sûr avant la fin de cette révolution, je ne me souviens pas exactement combien de temps, mais elle a pris du temps de toute façon, je ne me souviens pas exactement. Donc avant la fin de cette Révolution française, donc le système féodal a essayé de tenter de négocier avec la classe bourgeoise. Ils ont proposé des terrains, des avantages, par exemple, pour la classe bourgeoise, de l'argent, etc. Mais c'était refusé. La classe bourgeoise et les peuples ont refusé et ont continué la révolution jusqu'à la chute du système féodal. Donc, avec la chute du système féodal, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, la France est devenue république française. Donc, il n'y a plus la classe royale, etc. L'Église a été... c'était interdit pour les gens de l'Église, ou les prêtres, etc., de faire n'importe quoi qui est en relation avec la politique ou avec la gestion du peuple.
Donc, il y avait des décrets, des lois, etc. Donc, ça, c'est deux. Donc, il y avait aussi les principes, les trois principes de la République française qui ont été instaurés, c'est la liberté, fraternité et égalité. Donc, ici, donc, le sens de l'individu a changé. Donc, n'importe quel individu pouvait, je ne sais pas si quelqu'un est capable, il pourrait être un président. Donc, c'était une liberté totale. Donc, tous les individus ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, c'est ça. C'est ça que a ramené la Révolution française. Après, elle a influencé, donc, cette révolution, donc, les autres pays européens. Elle a influencé les autres pays européens pour faire la révolution et les autres pays du monde entier. Voilà. C'est pour ça que elle est importante, la révolution française. Donc, pourquoi aussi elle est importante dans ce point, révolution politique? Parce que la structure, donc le système politique et la structure de la société ont changé. Donc, avant la révolution française et après, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui intéresse donc les sciences sociales ou la sociologie, c'est que la société, la structure de la société a changé. Le système politique a changé et la structure de la société a changé aussi. C'est ça les points importants dans ce deuxième titre, la révolution politique. Donc, on passe au troisième point, la révolution scientifique. Donc, une lecture et on va continuer. Donc, la révolution scientifique. Au XIXe siècle se produisent des transformations radicales dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie et de leurs applications sous forme de technologies industrielles et médicales. La sociologie naissante met à l'essai des paradigmes élaborés par les sciences nouvelles, le modèle organique, physiologie comparée, le modèle historique, le modèle des sciences exactes. On parle d'un autre facteur historique qui explique en partie l'émergence de la sociologie. Il s'agit des transformations du champ intellectuel qui ont causé une crise de la métaphysique, qui a, dans une certaine mesure, préparé le terrain des sciences positives de l'homme et favorisé l'éruption des sciences sociales. Subséquemment, la déstabilisation politique consécutive de la Révolution française et l'avènement d'un système industriel ont pour effet de favoriser les réflexions sur le nouvel ordre social à promouvoir et les mesures à prendre pour résoudre ces difficultés. Le traitement de la question sociale sollicite les intellectuels. En même temps, le développement des sciences de la nature ébranle les soubassements des grands systèmes philosophiques et propose de nouveaux modèles qui vont être exploités pour penser la société. Donc, dans ce point, on voit en gras ces deux phrases, donc transformation du champ intellectuel et une crise de la métaphysique. Donc, à mon avis, ce que j'ai compris dans la révolution scientifique, déjà donc les penseurs et les chercheurs qui étaient intéressés par les sciences sociales ou les sciences de la société étaient déjà influencés par le progrès des sciences dures. Donc la chimie, la biologie, la physique, les mathématiques, etc. Donc ces sciences dures avaient un progrès et avaient quelque sorte une place dans la société, que ce soit une place dans la société ou une place dans l'université, etc. Ils étaient des sciences reconnues. Donc, ces sciences ont influencé les penseurs qui voulaient qui voulaient la naissance des sciences sociales ou de la sociologie. Donc ça, c'est un. Déjà, on voit que dans certains paradigmes, donc il y a directement cette influence est visible, est très très visible, comme par exemple le fonctionnalisme. Donc le fonctionnalisme, quand on cherche sa définition,
on voit certaines définitions, comment on les trouve? On les trouve, c'est la société est comparée à un corps humain. Donc, les institutions de la société sont des organes, sont comme des organes de l'être humain. Donc, chaque organe a une fonction, chaque institution aussi a une fonction sociale. Donc, si si toutes les sociétés, donc, donc tous les, pardon, monsieur les sociétés, pardon, tous les organes, toutes les institutions de la société, donc, donc achèvent leur ou fassent leur fonction sociale normalement. Donc la société va évoluer normalement. Donc si un organe, si une institution donc a une défaillance ou ne fait pas sa fonction, ça va affecter toute la société. Donc ici, on voit que cette comparaison au corps humain, c'est une influence de ces chercheurs. Ils sont influencés, ils ont été influencés par les sciences dures, par la biologie et ses progrès. Donc je pense que le point intéressant, le point important ici pour moi, le point intéressant, important à retenir, c'est premièrement l'influence. L'influence des chercheurs intéressés par les sciences sociales, donc leur influence par les sciences dures, par le progrès des sciences dures. Ça, c'est un. Donc, les transformations du champ intellectuel et une crise de métaphysique. Ici, dans à partir du 19e siècle, il y avait un autre genre de pensée. Donc, déjà, l'individualisme et le rationalisme donc, a pris une certaine ampleur. Donc avant, il n'y avait pas de pensée rationnelle. Avant, donc c'était l'Église, etc. Mais donc à partir du 19e siècle, ce n'était pas le cas. Donc le côté donc, des pensées rationalisme, donc le rationalisme et l'individualisme, donc ont pris de l'ampleur. Voilà, c'est ce que j'ai compris dans ce point. Normalement, c'est ça. La révolution scientifique, normalement, c'est tout ce qu'il y a. À mon avis, c'est tout ce qu'il y a. C'est le point essentiel à retenir, c'est l'influence des penseurs par les sciences dures. Voilà. Et les transformations aussi, donc dans les pensées comme le rationalisme et l'individualisme qui est en quelque sorte, qui a pris de l'ampleur au 19e siècle. Donc pas avant, juste pour continuer l'idée, avant, donc quand je dis l'individualisme, donc avant l'individu n'existait pas, donc il était comme un esclave, etc. Donc après, donc la révolution scientifique, donc les gens, déjà avec la révolution française et la révolution industrielle, donc l'individu existait. Donc, il a les mêmes droits, il a les mêmes devoirs. En quelque sorte, il a une nouvelle existence. Avant, il n'existait pas. Il y avait soit donc, la famille royale, soit vous êtes un esclave. En quelque sorte. Mais concernant cette révolution scientifique, donc, je pense, et à mon avis, c'est ça l'idée. Donc, il y avait l'individu déjà avait une certaine présence. Ça, c'est un. Après, donc les idées de l'Église, etc., les idées métaphysiques sont rejetées. Donc il y a un rationalisme. Il y a donc donc les gens se penchaient pour tout ce qui est donc science, tout ce qui est scientifiquement prouvé, etc. Il y a un changement dans les pensées, que ce soit des scientifiques, des philosophes, etc., que ce soit dans les peuples en général, l'humanité en général. Donc c'est une révolution scientifique. Donc on l'appelle aussi une révolution silencieuse. On l'a vu comme silencieuse. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement détectable. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Donc les points à retenir, c'est ça. C'est le changement de transformation dans le champ intellectuel. Donc soit des penseurs, soit de la population.
C'est à mon avis, c'est ce que j'ai compris. Soit aussi l'autre point, c'est donc l'influence du progrès des sciences dures sur les penseurs qui voulaient travailler dans les sciences sociales. Voilà. Normalement, c'est ça. Donc si on peut jumeler ces 3 points, donc la révolution industrielle, la révolution politique, la révolution scientifique, on trouvera que ces 3 révolutions ont favorisé donc la naissance de la sociologie ou des sciences sociales en général. Voilà, normalement c'est tout. Donc le prochain point, on va voir ce 3e point, la sociologie, une démarche particulière d'analyse scientifique du social. Donc on va voir c'est quoi et pourquoi aussi. Je vous souhaite une bonne chance aux examens et comme je vous disais au début de cette vidéo, entre parenthèses bien sûr, à part les études, faites une auto-évaluation. Restez par exemple, on est au 1er janvier aujourd'hui, et c'est le 1er janvier 2022. Donc, ça ne vous fera rien de passer une demi-heure ou 45 minutes avec une feuille. Faites une auto-évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Combien de temps j'ai perdu à cause de telle ou telle chose, tel ou tel élément? Est-ce que j'aurais pu, si je retourne dans le passé, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour mieux faire les choses, pour mieux évaluer, pour éviter quelque chose? Eh bien, ces réponses, vous les utiliserez, bon, pas pour revenir dans le passé, mais pour élaborer un petit plan, une petite direction pour ce 2022, pour cette année 2022, pardon. Donc, faites des objectifs, essayez de faire le pas, de faire des actions pour atteindre vos objectifs, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de temps, comme toujours. Donc, je vous souhaite bonne chance aux examens. C'est le moment d'accélérer. C'est le moment d'accélérer parce qu'il reste 10 jours. Voilà. Même pas 9 jours, je pense. 9 jours pour le premier examen. Donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.